Recording is on. Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue à parler de la méthode Silva avec Lee et on va vous faire un petit débrief du talk qu'on a eu, de l'échange qu'on a eu avec Jerry qui était vraiment super sympa. Alors, ce que j'ai adoré, moi, c'est voir Lee. Lee, elle est super chou. Alors, vous la connaissez peut-être pas forcément en tant qu'élève, mais moi, j'ai eu la chance d'être à la NJH et je la voyais avec des anciens. Et quand il parlait, on voyait Lee comme ça, super focus, en transe, en train de boire toutes les informations. Et là, quand Jerry parlait, elle a fait la même chose. C'était super chou. Je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais on voit elle est comme ça. Et il y a des moments où on sent qu'elle ne parle pas parce qu'elle a juste envie d'écouter encore. En plus, Jerry, c'est un super speaker. Il est incroyable. Voilà. Tu vois, j'ai été bluffé, moi, par le niveau, la qualité du speech qu'il fait, et vraiment avec un plaisir. Tu sais, c'est très, tu sens que c'est il est très naturel dans sa manière de faire, et en même temps, il te donne un paquet de messages très intéressants. Toi, donne-nous un petit peu ton lien que tu as avec Jerry, où est-ce que tu l'as connu, etc. Et justement, là, est-ce que tu as eu cette sensation-là de dire, oh, c'est incroyable, il nous dit plein de choses super intéressantes? Alors, en fait, je l'ai rencontré dans ma première formation instructeur. Moi, je suis devenue instructrice Silva pour la première fois en 1988. Il y avait une équipe. Il y avait Laura Silva, il y avait Jerry Seavey et il y avait Ken Kosha. Et depuis le départ, j'ai reconnu que Jerry avait le type d'intelligence et le type de pensée que moi j'adore. Hein? C'est clair, c'est osé, c'est quand même ouvert à tout ce qu'on appelle psychique, etc. Et j'étais hyper contente de le rencontrer. J'ai rencontré aussi en même temps sa femme, Mary Lou CV. Et très peu de temps après, quand j'étais instructrice, j'ai invité Jerry et Mary Lou de venir à Paris. Je crois que c'était juste 89, 90 déjà, pour présenter le cours Graduate, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 2 ou 3 personnes dans le monde entier. Et depuis là, on s'est visité régulièrement. Normalement, quand je vais à la NGH, je fais un petit détour pour voir Jerry et Mary Lou, mais la dernière fois que j'ai pu faire, c'était en août 2019. Ouais. C'était vraiment de très bons amis de moi et Michael, et même Ginger, notre chat. Ils adorent les chats. Bien. Et moi, c'est vraiment des amis de très long terme. C'est ce qui est assez génial. Donc, lui, il a été instructeur. Non, il a été trainer. Il a été l'entraîneur des instructeurs. Voilà. Je vous mettrai la vidéo parce que je trouve qu'elle est vraiment, vous allez voir, elle est hyper vivante. Il a plein de messages hyper positifs, mais on sent ce côté à la fois posé et passionné. C'est-à-dire que, je ne sais pas, ça fait combien d'années. Ah, bah si, il l'a dit, 71. Depuis 71, il pratique. Et on sent que le gars, il est passionné comme au premier jour, quoi. Il s'intéresse dessus. Il y a une vraie, un vrai projet avec. Il aime vraiment ça. Moi, comme toi, j'aime beaucoup sa structure et sa manière. Tu sais, tu sens que le gars, il est apaisé par rapport à ce qu'il fait. Quand à un moment, il mettait en avant l'idée que, comme toi, d'ailleurs, je l'ai fait remarquer, c'est cette espèce d'intégration du système, et il vit constamment dans ce système sans vraiment se poser la question de quelle technique il fait, s'il se met en alpha, pourquoi ou quand, comment. Il a confiance, et c'était un des points que j'ai souligné et que je pense qui est assez important, c'est au fur et à mesure de l'exploitation d'un système, nous en l'occurrence on parle de la méthode, il y a cette sensation de confiance en soi, de confiance dans le fait que tu as une intuition, dans la confiance de le fait que tu vas pouvoir apaiser ta douleur, dans la confiance de dire que tu peux préparer un projet, dans la confiance de dire que tu peux travailler un cas, dans tout ça. Tu as aussi, toi, cette sensation que la méthode, une fois qu'elle est intégrée, tu as cette reconnaissance de toi-même dans tes capacités et tes aptitudes. Parce que au bout du compte, j'ai l'impression que c'est la finalité de te dire, tu te retrouves toi, mais non pas dans un toi parcellaire et partimenté, mais un toi qui est complet et qui admet qu'il y a des trucs logiques,
qu'il y a des trucs qui ne le sont pas du tout, qu'il y a des choses explicables, qu'il y en a qui ne le sont pas, mais que dans le vécu, dans le ressenti, tout ça, c'est OK et que ça crée une grosse unité. Est-ce que tu as cette sensation, que, si on reprend la thérapie des parties, qu'il y a une espèce d'unification à mesure que tu exploites là, la méthode Silva, mais je pense qu'à peu près tous les systèmes de dev perso bien construits t'emmènent vers ça, une unification de toi-même et une autorisation, peut-être le mot autorisation est intéressant, de ces différentes parties de toi d'exister, mais dans toi, dans ta complétude. Est-ce que tu as cette sensation-là, toi? Finalement, je crois que c'est le but de la méthode Sylvain. Donc, vraiment, on dit vraiment que la méthode Sylvain, c'est pour utiliser plus de ton mental. Mais franchement, utiliser plus de son mental, c'est de se découvrir qui on est dans tous ces aspects. Et je ne vais pas dire qui on est vraiment, parce que justement, on est très complexe. Et comme tu dis, il y a des parties différentes qui existent à des moments différents, mais d'avoir cette sorte d'intégration. Tout à fait. Et j'ai vu ça maintes fois suite au cours, quand les gens, justement, continuent vraiment à pratiquer. J'ai vraiment l'impression qu'ils deviennent plus eux-mêmes. Ouais, ça c'est aussi un point. Bah, tu vois, pour reconnecter à ce qu'on disait la semaine dernière, cette notion de se dire, la méthode Silva, ce n'est pas qu'une méthode de solution, c'est une méthode pour se découvrir, se respecter, s'aimer, s'apprécier, se permettre d'évoluer comme on le souhaite, en tout cas le mieux possible, et pas simplement dire, bah, j'ai un problème, maintenant je peux dormir, maintenant je peux... et c'est génial, hein, on va revenir sur les addictions, mais moi, vraiment, ce que j'ai envie de poser de plus en plus dans les vidéos qu'on fait, c'est ça, c'est de dire, vous allez, vous pouvez l'exploiter pour vraiment vous aimer, vous découvrir, vous redécouvrir, vous apprendre. Et au-delà de ça va mal, je l'exploite, c'est de se dire au quotidien, cool, je me suis relaxé davantage, je suis plus en écoute. Tiens, j'ai eu spontanément un bon feeling, j'étais connecté à ça, j'ai su maîtriser une colère ou un truc parce que je me suis fait les trois doigts, parce qu'il y a plein de choses. Et ça, je trouve que plus que le système qui est génial, c'est la philosophie du système, moi, que je... Bah, tu vois, là, ça fait un paquet de temps que je suis à fond dedans, quasi H24, à lire plein de choses. Et c'est ça que je commence à faire, moi, émerger le plus. C'est cette espèce de congruence qui va au-delà complètement de la technique, alors que, initialement, la technique est tout. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu reprends la technique étape par étape quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est très amusant, ça me fait penser aux arts martiaux. Tu sais que dans les arts martiaux, on dit tu commences à devenir un artiste martial quand tu commences à être ceinture noire. Alors, selon les disciplines, tu es ceinture noire entre 4 ans et en jiu-jitsu brésilien, qui est le plus dur, une dizaine à quinzaine d'années. Donc, on arrive ceinture noire au bout de 15 ans. On va dire 10 ans. Et on te dit, mais c'est à partir de là que tu vas commencer à désapprendre ce que tu as appris, donc les structures de base, pour commencer à l'intégrer à toi, pour en faire vraiment ce que tu es. Donc, on force à fond sur la technique pendant des années, on dit technique. Puis au fur et à mesure, on dit, bah c'est bien, mais en fait, la technique n'est rien. Et là, tu fais un. Et je trouve que c'est un peu ça, Sylva. C'est qu'au fur et à mesure que tu pratiques, alors je ne parle pas pour les débutants, faites la technique. Il faut que vous alliez jusqu'à votre ceinture noire. Mais une fois que vous l'avez, ben, il y a cette notion où votre professeur ou les personnes que vous observez, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas aussi techniques que ça. Mais parce qu'ils sont en train de désapprendre et de réécouter ce qu'ils ont intégré dans l'apprentissage ultra technique. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ça? Je ne sais plus quel instructeur l'a dit, mais il dit si tu as pratiqué régulièrement la méthode Silva tous les jours pendant des années, tu vas te rendre compte que tu ne pratiques plus les techniques. Parce que les techniques sont pour les débutants, si vous voulez, qui ont des problèmes. Et on a comparé ça à quelqu'un qui s'est blessé la jambe et qui doit utiliser des béquilles. Et il dit, la jambe va se guérir et on n'a plus besoin de béquilles. Il dit, beaucoup des techniques sont comme des béquilles parce que les gens qui viennent au cours sont handicapés carrément, mentalement. Ouais, et on les apprenne à utiliser leur mental, ils sont plus handicapés, ils n'ont plus besoin des techniques. Ça vient spontanément et naturellement. Et ouais. les premières techniques, la méthode Silva, comme on disait toujours, ce sont des techniques que si vous étiez déjà sain, équilibré, comment dire, vous-même,
vous n'aurez pas besoin d'apprendre une technique pour justement pour mieux dormir, pour éliminer les maux de tête, pour se souvenir des rêves, tout ça sera naturel. Bien sûr. Ouais. Yes. Alors, pour les débutants, je sais qu'il y a pas mal de débutants qui écoutent. Vraiment, gardez ça en tête. Travaillez technique, faites confiance à la technique. Ah oui, nous, en jiu-jitsu brésilien, on aime bien dire fais confiance à la technique. C'est vraiment un truc qui est marrant. C'est parce qu'on a des techniques complexes et pour autant, on dit mais pourquoi je mets la main là? Pourquoi je tiens comme ça? Et là, on dit tout le temps fais confiance à la technique. La technique, elle passera et elle fonctionnera. Mais il faut que tu aies confiance en elle. Et je trouve que c'est un peu la même chose. On répète beaucoup pour que vous commenciez à avoir des points de référence, les points de référence qui vous donnent la confiance qui vous permet de vous dire que vous n'avez plus besoin d'autre chose parce que vous avez les références et l'expérience qui vous donne plein de points de référence et qui dit j'ai conscience et j'ai confiance, donc je peux faire sans même utiliser la technique parce que je sais que sans ça, ça marche. C'est vraiment un cheminement qui est chouette. Alors, revenons un petit peu à Jerry. Donc, nous, on a beaucoup axé, vous verrez, la première partie, et puis la dernière, on est un peu revenu dessus, sur sa vie, notamment, il était héroïnomane, donc ça, on vous en a déjà un peu parlé. Et donc, moi, je l'ai interrogé là-dessus, Lee l'a interrogé là-dessus, à savoir que lui, il est vraiment allé pour ça. Après, ce qui était intéressant, c'est que on sent il le disait, hein, avoir des PES, ça me va aussi. On sentait qu'il était hyper ouvert, mais comme il disait, il n'avait plus rien, il se retrouvait vraiment fracassé par la vie, et c'était sa dernière carte. Il a réussi à trouver l'argent pour le faire en revendant, c'était quoi, sa voiture, c'est ça, sa moto, non? Oui. Et vraiment, il a donné. Alors, effectivement, et là, on revient sur la méthode Silva, hein, désir. Désir, désir, désir. À partir du moment où on a un désir intense, on a un levier qui est hyper important. Bien sûr, le désir ne fait pas tout. Et on ne vous dira jamais, il suffit de désirer, sinon vous restez chez vous, vous désirez des choses et ça ne se passera pas. Hein. Il y a plein de gens qui fantasment. Mais le désir doit nous amener vers la croyance qu'on est apte à le faire ou qu'on va réussir à faire un premier pas. Et après, on a le retour, l'attente positive. Mais l'attente positive, elle n'existe que par rapport à l'action. S'il n'y a pas d'action, c'est mort. Donc, il a fait cette action-là et il a tenté. Alors, ce que j'ai trouvé assez génial quand il a un peu décrit ce qu'il a vécu, c'est que il a fait 30 jours, il arrête l'héros. Bon, on parle d'héroïne. Hein. On n'est pas en train de parler ouais, bon, après, il n'y a pas de comparaison à faire, mais l'héros, on sait que c'est hyper addictif. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je n'avais plus de désir. Alors, justement, c'est intéressant, on en a parlé un peu à la fin. C'est remplacer un désir par un autre désir. Plus de désir de prendre de l'héros, mais le désir de recréer une habitude positive avec la méthode Silva, être bien. Lui, ça a été d'aider les gens au travers de la méthode, etc. Cette notion, toi, de désir, quand justement tu parles d'habitude ou d'addiction, est-ce que cette notion de désir, tu la mets en avant? Dire en gros, vous avez changé votre habitude, en somme, ça veut dire vous n'aurez plus le désir de faire cette habitude, mais vous aurez un nouveau désir. Est-ce que tu l'as déjà présenté de cette façon-là? Pas dans ces mots-là, mais un peu souligné quand même. La plupart des gens qui veulent s'habituer des habitudes, ils ont un désir. Le problème, c'est qu'ils ont toujours le désir pour l'ancienne habitude. Donc, il y a un conflit de désir, c'est ça. Exactement. Un conflit de désir. C'est joli comme notion. Dire on va dealer avec un conflit de désir. Parce que le désir, c'est vu comme positif de façon générale. Tu es d'accord? En tout cas, nous, en français, tu as quand même une tonalité qui est positive. Je désire quelque chose. On a toujours l'impression que le désir est un truc constructif, super. Alors que se dire, j'ai un désir de fumer, de prendre mon héros, de manger, de violence, de n'importe quoi, c'est curieux de se dire que le désir peut être négatif. Que l'envie peut être négative, tu vois. Et effectivement, cet affrontement des désirs, toi comment tu le poses quand quelqu'un te dit, voilà, je viens d'apprendre la méthode Silva, la technique des habitudes, alors de mémoire, c'est le 2-0-2, hein, les habitudes. Non, c'est le 1-0-1. Non, c'est le 2-0-2.
Ouais, 2,02. Hein. Oui, Et comment, quand quelqu'un te dit ça et qu'il te dit bah, je vais faire les 30 jours, comment tu le poses pour eux, pour bien les focaliser sur la réussite de leur objectif, etc. Qu'est-ce que tu leur dis pour les stimuler, pour justement qu'ils aient ce désir à dépasser l'ancien désir? Comment tu l'amènes? justement, je les explique que, en fait, euh, ce désir doit être vraiment profond parce que si c'est simplement volonté, ça ne fonctionne pas. Et je cite justement Émile Coué que justement, si tu as volonté et imagination en conflit, donc c'est toujours l'imagination qui va gagner à long terme. Donc j'explique effectivement que l'imagination peut en fait être ton meilleur ami ou ton pire ennemi parce que c'est elle qui crée le désir. Parce que justement, tu décides, je ne vais plus manger de chocolat. Tu vois quelqu'un d'autre qui mange du chocolat et tu commences à imaginer et imaginer recrée justement ce désir. Donc, tu es tenté vers quelque chose et tu luttes contre la tentation. Et personne aime lutter et puis faillir. Il y a toute cette impression de lutte. Donc, je dis, mais si par contre, tu peux faire que ton imagination prend ce que tu désires dans l'autre sens, une bonne vie, une bonne santé, une énergie, un cercle d'amis qui vous apprécie, euh, une longue vie, parce que dans le cas de Jerry, il allait mourir bientôt s'il n'arrêtait pas. C'est vrai. Donc, et tu mets tout ça et tu brodes avec ton imagination dans le miroir de l'esprit blanc. Et quand ça, c'est plus fort que l'image de tentation. Quand c'est ça qui vient tout de suite, là, justement, tu as plus de désir pour la nouvelle habitude. C'est un point hyper important qui parfois est même compliqué pour les personnes qui viennent à des séances d'hypnothérapie ou autres, parce que ils ont l'envie, mais pas forcément le désir. J'ai envie d'eux, mais c'est un petit peu une espèce de peak state, d'élévation, j'ai envie, puis ça va retomber. Développer le désir est quelque chose de particulièrement euh, important. Et souvent, alors il y a pas mal d'hypnos qui disent ah, il a déjà fait la démarche de venir au cabinet, ça veut dire que c'est en partie fait. Et moi, souvent, je disais aux gars, je suis pas d'accord. Tu peux avoir envie, mais avoir envie de magie et sans forcément donc avoir le désir de t'investir dedans. L'envie, c'est facile. Je peux avoir envie de faire ceci, j'ai envie d'être champion du monde, j'ai envie d'être la personne la plus ceci ou cela. C'est facile d'avoir envie. Mais le désir, c'est-à-dire nourrir au quotidien une énergie pour aller dans le sens de quelque chose que nous souhaitons volontairement, puis après, au fur et à mesure, subconsciemment, c'est quand même super. Quoi, c'est pas si simple que ça initialement. En tout cas, c'est pas spontané. Et c'est vrai que cette notion de désir, elle est souvent pas prise en compte. On va souvent demander en coaching ou en hypnose, bon, qu'est-ce que tu souhaites de cette séance? Qu'est-ce que tu désires ou comment tu te verrais plus tard? Ok. Mais est-ce qu'on est en train de parler à quelqu'un qui a envie? J'ai envie d'arrêter de fumer? Ou je désire être vraiment non-fumeur? Ces petites choses-là modifient énormément de choses. Et comme nous, hypno-accompagnants, on est juste des accompagnants, justement. C'est pas nous qui faisons le fond du boulot, c'est la personne avec sa psyché, sa capacité à modifier les choses, etc. Si le désir, c'est juste un pop-up, une petite explosion, et puis que ça repart, on aura loupé quelque chose et la personne qui est venue va être un peu déçue parce qu'elle va se dire non mais j'en avais vraiment envie. Oui, tu en avais envie, comme tu as envie d'une part de gâteau, mais si on ne file pas la part de gâteau, c'est pas grave, c'est une envie. Par contre, le désir d'apprendre à cuisiner, bah, tu vas apprendre à faire ton gâteau. Tu as un désir qui va se durer dans le temps parce que tu dois apprendre la recette, puis la faire, puis. Ces éléments-là, je pense que pour les personnes qui sont dans les habitudes ou dans les addictions, c'est important à prendre en compte. Parfois, on a envie de ne plus faire, mais on n'a pas forcément le désir de faire autre chose. Je n'ai plus envie de me droguer, de faire ceci ou cela, mais je n'ai pas un désir de faire. Je vais prendre la drogue par exemple, de devenir d'un coup, je sais pas, trader ou champion de natation ou champion, juste faire du sport, hein, parce que là, faire du sport, etc. Ils n'en sont pas là. C'est souvent, j'ai plus envie de souffrir du fait que. Mais tout le monde a envie de quelque chose. Mais est-ce que tout le monde a le désir? C'est pas si simple que ça. Tu as eu l'impression que dans la méthode Sylvide, ils en parlaient beaucoup du désir?
T'as pas un cours, d'ailleurs, je suis pas en train de réfléchir, t'as pas un cours sur le désir qui est un peu un truc de loi d'attraction? Comment tu l'appelles? Comment t'avais Mon appelé? seul désir. Ah, Ah tu vois? oui, oui, mais en fait, ça c'est basé sur les tapisseries dans la musée de, je sais plus, mais c'est dans le Je me souviens. 5e arrondissement, en fait, que j'ai découvert totalement par hasard dans ma première semaine à Paris, Ah il y ouais? a 35 ans, quoi. Et, et, et moi, j'ai pris ça comme une sorte de métaphore pour qui suis-je vraiment. Mon seul désir, justement, c'est de trouver qui je suis et pourquoi je suis sur la planète. Donc, c'est un précurseur de Entre les vies, avant que je savais qu'on pourrait faire Entre les vies. Exact. Oui, oui. Mais mon seul désir, ouais, c'est ça, hein, t'avais un cours avec désir. C'est assez amusant. Et dans la méthode Silva, oui, tu as eu l'impression que le mot désir, tu as eu l'impression que José en parlait souvent, ou les autres instructeurs, ou c'est un mot qui n'est pas forcément plus appuyé que ça? Laura Silva Ah ouais, Laura, ouais. insistait beaucoup sur désir. Tu te rappelles? Et Oh oui. en disant devant tout le monde, mais il faut que tu sens comme si c'est I want it, I want it, I really, really want it. Et moi, personnellement, moi, je trouve ça un peu trop. Parce que Ouais, je là, suis tu d'accord. es un peu trop. Il faut que, Ouais. et tu n'es plus en. Pour moi, il faut un désir, excuse-moi d'utiliser l'expression, force tranquille, quoi. Ouais. Il faut absolument que je l'ai parce que là, on est trop en angoisse et on est plus en alpha. Mais c'est vrai que quand Laura l'utilise, elle insiste beaucoup sur le fait que le désir, c'est vraiment, je le veux vraiment, intensément et justement pas en permanence, en continuité. Mm. Pas de temps en temps, comme tu dis, comme une envie. Ouais, ouais. C'est vrai, mais bon, Laura, elle était rigolote. Moi, je sais que la première fois que je l'avais vue, elle faisait en plus que parler de il faut attirer l'homme de sa vie et tout. Tu dis, eh, Laura, on s'en fout de ça. C'était, je crois, un manifesting qu'elle avait fait. Par contre, la première fois, je l'avais trouvé un peu trop tu vois, excessive comme ça. Par contre, la deuxième fois, quand on avait fait, c'était super sympa. C'était lequel? Je crois que ça devait être sur l'argent ou l'abondance ou je sais pas quoi. Je sais plus lequel on avait fait. Oui, Alors oui, là, je l'ai trouvé d'une pertinence. Tu vois, je la trouvais beaucoup moins excessive à ce moment-là. oui, Et oui. je trouve que quand justement elle est posée, elle a des pertinences de quoi. C'est super intéressant. Il y a des moments quand elle est trop dans justement une espèce de manifesting exagéré, genre ouais, il faut absolument que ça arrive. Ouais. Je trouve qu'elle ça déraille un peu sur quoi là ce que tu viens de dire, j'ai trouvé que c'était génial. C'est le trop entraîne du stress. C'est tellement ça. C'est détends-toi, tu as réellement envie de ça, il faut que ce soit une course de fond, c'est pas un sprint. Donc, ton désir, il faut qu'il dure dans le temps, ça soit pas juste ouais, j'ai réussi. Non, non, non. Et ça, je trouve que c'est hyper pertinent parce que, en fait, c'est ça, moi, Laura, elle m'avait stressé. Elle me dit, mais détends-toi, louloute. Alors que la deuxième fois, pas du tout. La deuxième fois, j'ai trouvé tellement pro. Je suis ressorti du séminaire, même, en me disant, waouh, son cours était génial. Et je me souviens que sur le premier, j'avais emmené Pierrot, donc un copain, et pareil, il est ressorti avec moi, il me dit, mais elle est trop énervée, mais elle est trop énervée dans une espèce d'excès de positivisme, genre soyez bien, attirez la vie à vous et tout. Détends-toi, tu peux me dire ça en me disant, ouais les gars, vous allez y arriver, mais va pas trop haut. C'est intéressant, parce que là, je trouve que cette notion de trop de désir égale du stress, c'est génial, parce que tu sais, ça fait écho un petit peu avec tous les speakers actuels, les motivational speech que tu peux entendre sur Internet, où tu entends des mecs qui ont réussi, hein, donc c'est toujours facile a posteriori de dire ouais, il suffit d'eux. Hein. Mais je trouve parfois excessif. Ils sont dans un truc où la personne qui veut se motiver, elle en arrive à se dire mais est-ce que j'en serais capable? Est-ce que moi, être que je suis, je peux faire ça? Et là, tu rentres dans une notion où, à la place de motiver, sans t'en rendre compte, tu stresses la personne. Ça, je trouve, c'est vraiment génial. Je vais faire une vidéo dessus parce que je trouve ça génial. Alors, qu'est-ce qu'il est là? Alors, ouais, il est revenu sur un élément, on va revenir sur l'habitude, hein, mais que tu avais souligné et que je trouve génial, c'est le Silva Mind Control qui est devenu la méthode Silva Method, parce que justement, le Mind Control était vraiment problématique. On va contrôler l'esprit d'eux. En même temps, et ça, tu l'avais dit et j'avais trouvé que c'était tellement juste, bah,
je pense que José, en faisant ça, il savait que les gens allaient lire sa méthode. C'est génial. Ouais, ça attire l'attention quand même. Exactement. Marketing. Ah ouais, mais t'imagines le marketing qu'il faisait en 66 quand même. Hein. Parce que là, nous, aujourd'hui, on dit oui, mais il voulait juste dire le contrôle de l'esprit. Ouais, le gars, il est quand même suffisamment fin, surtout qu'il en a eu des business. Hein. Il a eu pas mal de business liés à la radio, à la télé, etc. etc. Il savait faire du business. Il avait un marketing en 66. C'est comme si aujourd'hui, bon, alors aujourd'hui, c'est trop facile parce que Internet le permet, mais c'est dire, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. Non, vous pourrez savoir tout ce que l'autre pense. Voilà. Et automatiquement, il y a des gens qui vont faire ah ouais, quand même, c'est intéressant ça, savoir ce que l'autre pense. Et c'est un peu ça, le mind control. Alors qu'en fait, il recadre après en train de dire non, non, mais c'est votre propre esprit que vous contrôlez. Je trouve ça pas mal, je trouve ça cool. Qu'est-ce qu'il avait dit que je trouvais intéressant? Donc, oui, ce que j'avais trouvé chouette, c'est qu'il a fait le 30 jours pour l'héros, mais il ne s'est pas arrêté là. Il fait 30 jours pour la clope après. Donc, le gars, il enchaîne 60 jours et il arrête l'héros et la clope. Ouais. Alors, pour les gens qui sont en train de bosser sur leurs habitudes, mais amusez-vous. Si vous avez vu qu'il y a un bénéfice sur les 30 jours et que vous avez diminué, modifié, transformé l'habitude, n'hésitez pas à continuer un petit peu, à recommencer un cycle. Mais sinon, si vous êtes satisfait du changement d'habitude, n'hésitez pas. Vous avez une référence. Et revenez toujours sur cette idée-là, on crée des références. Donc, vous pouvez avoir encore plus confiance dans ce que vous allez continuer à faire. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça t'est arrivé, toi, de faire un enchaînement comme ça, de 60 jours d'habitude? Non. Non. Moi, j'ai pas de mauvaises habitudes, ça va. Mais on peut quand même utiliser aussi pour les mauvaises habitudes comportementales, psychiques. Être stressé, surstressé peut être une mauvaise habitude. Être en colère aux moindres petites choses peut être une mauvaise habitude. Être toujours en retard peut être une mauvaise habitude. Donc, si on considère que tout ça, c'est compris, ce n'est pas simplement des substances. Ça va tout domaine de la vie, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait et qui répétait. Une habitude remplace une autre habitude. Hein. On n'est que des êtres d'habitude. On crée que de l'habitude à longueur de temps. Donc, s'il y a des habitudes qui vous semblent pas convenables, n'hésitez pas à utiliser la méthode des 30 jours. Alors, là, je donne un feedback par rapport, moi, à un groupe que j'ai justement sur l'habitude. 30 jours, c'est top. C'est vraiment bien. Je pense qu'il faut que les gens puissent se dire je n'arrête pas avant les 30 jours. Je prends mon temps de faire 30 jours. Parce qu'il faut le temps au temps et que aller trop vite, c'est se stresser. On revient là sur la notion de stress, c'est se stresser. Moi, j'ai vu les premiers jours sur mon groupe, sur les 3-4 premiers jours, les gens, ils avaient des variations. Leur habitude avait commencé déjà à être un petit peu secouée. Et ils me disent ah ouais, je suis pas content de moi parce que j'ai pas fait quelque chose de bien. Aujourd'hui, je suis revenu dans le même nombre de cigarettes, on va dire, à un moment donné. Mais c'est pas grave, tu as 30 jours. Donc en 30 jours, si 5 fois tu as refumé le même nombre de cigarettes que le premier jour, tu as 25 jours où c'est pas le cas. Ça, c'est important à prendre en compte. Le temps, il est vraiment un allié et se précipiter à changer une habitude n'est peut-être pas quelque chose qui sera positif. Et là, je reprends ce que tu viens de dire. C'est comme si on était dans le trop, dans l'excès du désir. Et en fait, on est dans ce qu'on appelle l'attente excessive. C'est plus l'attente positive, on est dans l'attente excessive. Et l'attente excessive, ça doit aller rapidement, je vais vite changer tout ça, ça va rester dans le temps. C'est pas bon pour nous parce que ça va créer un stress, ça va nous couper de nous-mêmes, ça va nous dissocier, ça va pas être forcément très très bon. Tu es d'accord avec cette notion-là? Tout à fait. Et même pour les gens, par exemple, qui fument 50, 60 cigarettes et qui disent non, je ne peux pas en 30 jours, on se donne 60 jours. Oui, et le premier but en 30 jours, c'est de fumer, par exemple, la moitié ou bien même 20 cigarettes par jour. Et quand on arrive à ça, on peut recommencer et diminuer à 0. Parce qu'en fait, on oublie souvent que même dans le texte contrôle des habitudes, en Silva, on dit si vous voulez arrêter ou diminuer le nombre de cigarettes que tu fumes. Donc, on peut faire même encore plus progressivement si ça semble être
énorme, même pour 30 jours. On peut Mmh. vraiment prendre son temps. Bien sûr, bien sûr. C'est un élément vraiment, je pense, à prendre en compte et à garder. Prenez votre temps. Changez une habitude. Parfois, vous avez des habitudes depuis 20 ans. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent le moment incroyable, genre j'ai arrêté du jour au lendemain. Mais allez, sur X% qui font